Bonjour, bienvenue sur le podcast de Nancy. J'ai tout juste de terminer ma discussion avec Jean-Sébastien Pilote, le jeune retraité. Je trouvais que ça tombait à point aujourd'hui qu'on lui parle parce qu'on vient juste de terminer la période des REER. Puis aussi, ça nous fait penser beaucoup à notre retraite, les REER, bien entendu. Et c'était intéressant d'avoir sa perspective sur ce qu'était une retraite, puis aussi c'est quoi comme l'indépendance financière. Bizarrement, on en a pas parlé tant que ça. Des fois, j'aime ça aller dans mes podcasts vraiment plus techniques parce que je crois que avec mes invités, on réussit à bien vulgariser des concepts. Mais là, on a parlé plus de mindset, puis ça revient vraiment plus à quel mindset on a pour atteindre la retraite et l'indépendance financière. Aussi, petite anecdote, j'expliquais à Jean-Sébastien que moi, je l'avais découvert via une entrevue sur Facebook qu'il avait donnée à Denis Lévesque, puis ça m'avait fait vraiment rire parce que autant les propos de l'intervieweur que les commentaires en dessous de la vidéo, il y en avait vraiment beaucoup des négatifs, puis c'était comme vraiment comme fascinant de voir que les gens étaient comme fâchés, on dirait, par rapport à ses choix de vie, puis pourquoi. En fait, probablement parce qu'il était jaloux, parce que lui, il expliquait qu'il était retraité, puis il était plus obligé de travailler, dans le fond, pour de l'argent. Et je crois que ça heurte beaucoup les mœurs, parce que toute notre vie, on se fait dire, on travaille, on fait de l'argent, on économise, puis à la retraite, on va commencer à avoir une belle vie. Et lui, il vient vraiment changer totalement ce paradigme-là, puis il nous explique que, non, si on fait des changements dans notre mode de vie, on peut arriver à justement une vie de retraité plus rapidement. Mais ça nous est tellement comme pas enseigné, puis le concept est tellement est tellement inatteignable pour nous dans notre esprit collectif que c'est certain que les gens sont comme fâchés, puis on dirait qu'ils projettent leurs émotions un peu sur lui. Donc ça m'a fait comme vraiment rire de voir. Je pense même d'ailleurs qu'il y a un article sur son blog où est-ce qu'il dans le fond, il déconstruit un peu les commentaires négatifs à son égard. Je vais peut-être le mettre en lien ici. Ça m'avait fait bien rire aussi. Mais pourquoi je voulais y parler, c'est que, à mon avis, on a comme un propos vraiment similaire, les deux. C'est que nous, on expose notre situation financière, puis si les gens, ça les intéresse, tant mieux. Puis sinon, c'est pas plus grave que ça. On continue à le faire pour les personnes qui nous écoutent puis qui trouvent leur compte là-dedans. Donc voilà, bonne écoute. Bonjour Jean-Sébastien. Bonjour Rosie. Jean-Sébastien, a.k.a. also known as le jeune retraité. C'est drôle, aujourd'hui, c'est la journée de la femme, puis t'es mon premier invité masculin. Je trouvais que c'était vraiment comme une belle contradiction, mais je pense que ton parcours en tant que jeune retraité, puis tu me corrigeras si je me trompe, mais il est quand même vraiment, ta conjointe est quand même vraiment importante dans l'équation, fait que si on pourra en discuter plus longuement après. Elle n'est pas là aujourd'hui avec nous. Par contre, je vais essayer de... Elle vient d'éternuer, Alors, mais je vais essayer de la représenter du mieux que possible. Super. Puis si elle veut jump in, si tu lui dis des choses comme diffamatoires, elle pourra... étant donné qu'on l'a entendu tousser. C'est la vraie vie, on est tous chez nous. Puis en ce moment, c'est ça, vous êtes les deux à Montréal? Oui, on vit à Montréal. OK, parfait. Parce que je sais que vous faites quand même beaucoup de voyages, mais là, j'imagine, ces temps-ci, il y a un petit peu moins de voyages. Normalement, l'hiver, on passe à l'étranger, souvent en Asie, parce qu'on cherche évidemment l'été. On cherche à vivre l'été 12 mois par année. Alors, normalement, on serait peut-être en Asie présentement, mais là, cette année, ça nous permet d'expérimenter l'hiver québécois, mais ça me réconcilie aussi avec l'hiver québécois. Je trouve que c'est une belle richesse qu'on a ici, qu'on sous-estime souvent. Mm-hmm. Si on a voyagé le moindrement, on sait très bien que des fois, la première chose que les gens nous parlent, c'est la neige, puis à quel point ils trouvent ça comme tellement fabuleux d'avoir de la neige. Puis nous, des fois, on prend ça un peu pour acquis, mais c'est vrai que c'est le fun de sortir. Écoute, on va aller dans le vif du sujet. Veux-tu nous présenter qui es-tu? Oh, ça, c'est une belle question à poser. Qui je suis? D'abord, je suis un blogueur. Je tiens le blog jeuneretraité.ca. Je suis auteur. J'ai écrit le livre La retraite à 40 ans. Je suis bénévole parce que je fais du bénévolat auprès des jeunes entrepreneurs. On est un peu aussi des aidants naturels en prenant soin de ma belle-sœur qui est autiste. Je suis créatif parce que je fais beaucoup de dessins, un peu d'art comme ça. Puis je dirais accessoirement, je suis retraité. Puis ironiquement, je suis connu pour être le jeune retraité, mais c'est pas ma première étiquette selon moi. Puis donc j'ai pris ma retraite à l'âge de 39 ans. Ça fait maintenant 4 ans que je suis retraité. Puis ce qui permet justement de développer toutes les passions que je viens d'énumérer là, c'est comme un deuxième chapitre dans ma vie.
Puis ça, ces passions-là, est-ce que j'imagine tu les vivais quand même quand tu étais salarié, mais juste moins? Beaucoup moins. Ce qui fait que ce qui arrive, c'est quand tu travailles du 9 à 5. À l'époque, moi, je travaillais 50 heures par semaine environ. Tu as rarement le temps d'initier des projets, de vraiment aller au bout de tes passions. Tu es toujours, ton cerveau est toujours actif par rapport au travail. Le soir, tu penses au travail. Toute la journée, tu es au travail. La fin de semaine, souvent, tu es tellement épuisé que tu n'as pas l'énergie de commencer de nouveaux projets. Ce qui fait que moi, c'est vraiment juste quand j'ai arrêté de travailler que j'ai vraiment pu explorer des choses que j'avais pas fait avant non plus aussi. Comme tantôt, je parlais du dessin. Je dessinais beaucoup quand j'étais jeune, à peu près comme tous les enfants. Puis c'est juste quand j'ai arrêté de travailler que là, j'ai commencé plus à dessiner, faire des choses qui sont jugées non productives normalement, mais qui m'apportent beaucoup. Ouais, puis des fois, moi, mettons, je sais que personnellement aussi, j'adore être créative, dessiner, je fais de la calligraphie, par exemple. Puis des fois, je me sentais mal de faire ça parce que justement, ça rapportait pas d'argent ou parce que ça faisait pas avancer ma business. Moi, personnellement, je suis comme travailleur autonome. Donc, tu sais, c'est ce temps-là que je m'accordais. Je trouvais que c'était comme pas une perte de temps parce que je suis consciente que c'est important, mais je me disais, j'aurais pu faire autre chose pendant ce temps-là. Mais pourtant, ce temps-là est tellement important pour le cerveau, la réflexion, la créativité. C'est des moments qui sont jugés non productifs, mais ce que je réalise maintenant, c'est que c'est vraiment très important au développement. Ça te rend juste plus productif à long terme. C'est juste de prendre des fois un pas de recul, de prendre une pause, faire d'autres choses, puis tu reviens à ton projet, à ta tâche, puis là, tu as des nouvelles idées, tu as des nouveaux angles. Alors moi, je trouve que c'est quelque chose qui est nécessaire, qui est sous-estimé dans notre société de surperformance. Puis je sais que avant tu étais marketeur. Puis est-ce que dans le fond c'était quand même une de tes passions le marketing? Oui, moi j'ai adoré mon travail. J'ai travaillé en marketing pendant 13-14 ans. J'ai vraiment adoré ce que je faisais. Souvent, je restais au travail le soir par passion, pas par obligation, mais parce que j'aimais vraiment ça. Puis moi, je pensais travailler toute ma vie. Je me suis dit, je vais travailler jusqu'à 90 ans si possible. Puis les circonstances ont fait en sorte que j'ai pas perdu intérêt au marketing, mais j'ai perdu intérêt au métro boulot dodo. Mm-hmm. Tu sais, le fait de travailler toujours dans une structure rigide, d'être restreint à un cubicule avec des néons au-dessus de la tête, puis que son horaire soit dicté par un employeur. Alors pour moi, c'est toutes des limites au développement personnel. Alors j'ai maintenu mon intérêt pour le marketing, mais maintenant je le fais en faisant du bénévolat avec les entrepreneurs. Puis ça me convient parfaitement. Parce que je pense que le narratif un peu dans les médias puis comment on a voulu te portray, c'est que justement t'étais comme juste tanné de ton travail, que ça te passionnait pas, puis tu faisais juste ça pour comme justement ramener de l'argent puis comme pour vivre. Mais tu sais, c'est ça, un empêche pas l'autre. Tu peux comme aimer ton travail, aimer ton domaine, mais justement Non, sans. je pense que les gens pensent que je me suis sacrifié. Les gens qui pensent de façon générale que pour atteindre la retraite avant 40 ans, ben soit faut épargner de façon démesurée, donc faut sacrifier des choses qu'on aime, soit faut travailler comme un fou pour faire le plus d'argent possible. Mais ces deux choses-là sont pas vraies dans mon cas. Moi, j'ai fait ce qui me passionnait. J'ai pas toujours suivi les emplois les plus payants. J'ai fait ce qui m'intéressait. Puis la même chose au niveau des dépenses. Moi, j'ai pas rien coupé dans les dépenses, dans les choses qui m'apportaient vraiment du plaisir ou du bonheur. Par exemple, ma blonde et moi, on a voyagé beaucoup, même avant d'atteindre la retraite. Je pense qu'on a visité une quarantaine de pays avant la retraite. On est allé voir la Coupe du monde au Brésil, l'Euro en France, des matchs en Barcelone, des matchs de foot, je parle. On a visité comme ça un peu partout dans le monde. Donc, pour nous, ça, c'est ce qui est important. Mais on a coupé ailleurs, l'automobile, avoir une téléplasma de 52 pouces, avoir un beau condo. Donc, on a réduit dans les dépenses qui nous apportaient pas grand-chose pour investir dans ce qui nous apportait vraiment du plaisir. Justement, ça, je voulais qu'on se parle aujourd'hui pour que tu nous présentes aussi le mouvement FIRE. Peux-tu nous en parler un peu plus? Ben, le mouvement FIRE, moi, j'ai découvert en 2014, je pense, mais ça existait déjà depuis plusieurs années. Puis, essentiellement, les adeptes du mouvement FIRE, c'est des gens qui vivent avec très peu, donc sont considérés comme frugaux. Alors, ils vivent souvent sur des budgets de 20-30 000 $ par année, ce qui leur permet d'épargner intensivement. Puis, ils placent tout cet argent-là dans des fonds négociés en bourse, donc des FNB, donc des placements passifs qui sont pas très sexy, mais qui rapportent à long terme.
Puis tout ça leur permet de prendre leur retraite souvent avant 40 ans. Et dans certains cas, c'est à 30 ans, 35 ans, avec des enfants, sans enfants. Alors, il y a 1001 formules pour arriver à ça, mais dans l'essence, c'est ça. Puis ça découle un peu du minimalisme, de la simplicité volontaire, de la frugalité, de l'investissement passif. Alors, c'est différents concepts qui ont été regroupés pour atteindre l'indépendance financière. Puis tu parlais des FNB, est-ce que ça fait partie vraiment? Je ne savais pas que ça faisait comme vraiment partie, dans le sens, je savais que les gens investissaient leur argent puis épargnaient, mais est-ce que c'est vraiment juste dans les FNB? Dans le mouvement FIRE, c'est pas juste les FNB, mais si je me base sur tous les blogs que je connais américains, je pense qu'au moins 90% des blogueurs sont investis dans les FNB ou des placements indiciels ou des placements passifs. Puis il y a une minorité aussi qui est dans l'immobilier. Alors, c'est des immeubles à revenus qui leur permettent de générer des revenus passifs pour couvrir leurs dépenses. Mais je pense que dans la plupart des cas, c'est FNB. Mais comme je te disais, il n'y a pas de recette unique pour atteindre l'indépendance financière. Puis c'est ça la beauté du mouvement FIRE, c'est que toutes les avenues sont bonnes. Il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas vraiment de contraintes. Il n'y a pas de règlement. Alors, chacun trouve le plan qui convient à ses besoins. Puis, dans mon cas, ça a été les actions en bourse. Mais c'est sûr que quelqu'un pourrait passer par l'immobilier, démarrer une entreprise. Alors, il y a 1001 façons d'y arriver. OK. Puis tu dis, c'est ça, il y a pas de jugement. Est-ce que moi, des fois, je vois des fois, j'écoute, admettons, des téléréalités, puis là, les gens sont comme extrêmement frugaux, puis là, ils vont juger les gens, justement, quand ils vont dépenser beaucoup, puis comme ils vont comme être, en fait, contre le matérialisme. Mais ça, est-ce qu'il y a une espèce de... Ben, je sais que le mouvement FIRE, en tout cas, j'en ai pas vu beaucoup des femmes comme qui en parlent nécessairement. Est-ce que c'est comme un autre boys club? De moins en moins, je pense. Okay. C'est sûr que les premiers blogueurs aux États-Unis que j'ai connus, comme Mr. Money Mustache ou Root of Good, c'est des hommes. Par contre, il y a tout un nouveau mouvement depuis quelques années, justement des femmes. Par exemple, il y a Sorcière Frugale au Québec. Il y a... Excuse-moi. Il y a Sorcière Frugale au Québec. Il y a Modest Millionaire en Ontario. Puis... elles arrivent, ils utilisent les mêmes techniques que les hommes, mais souvent, il y a un angle un peu différent. Alors, un peu comme ton blog, là, alors, il y a un angle un peu différent qui est abordé, mais il reste que c'est de plus en plus féminin. Je pense, puis d'ailleurs, dans mon lectorat de mon blog et de mon livre, je pense qu'il est majoritairement féminin. Ah ouais? Wow. Je pense qu'au Québec, souvent, c'est les femmes qui prennent les finances en main de leur ménage. D'ailleurs, on le voit au niveau marketing, souvent les grandes dépenses, l'auto, la maison, les publicitaires s'adressent aux femmes en priorité parce qu'ils savent que c'est elles qui prennent ces décisions-là. Mais je pense que, puis souvent les commentaires que je reçois sur mon blog sont pour la plupart féminins. OK. Alors je pense que l'argent est moins masculin que ce qu'on pense. C'est peut-être plus les femmes qui sont en charge qu'on pense. Peut-être, ouais. Quand j'ai regardé, je me suis abonnée à la revue Conseiller, puis le premier article aujourd'hui, c'était comme les femmes sont moins nanties à la retraite, puis on avait comme 30% moins d'épargne que les hommes. C'était comme une statistique que j'ai vue ce matin, fait que ça m'a rendu comme un peu triste. Puis en lisant cet article-là, dans le fond, ça disait beaucoup que l'employeur avait une grande responsabilité à justement inciter ses employés à épargner, à leur expliquer comment faire pour comme planifier sa retraite, mais autant oui, c'est le fun, tant mieux si ton employeur t'aide, mais je pense pas vraiment que c'est à l'employeur de te prendre par la main puis à faire pour toi ton plan. Peut-être qu'il y a un retard à rattraper pour les femmes à cause de leur salaire. On sait qu'on n'a pas encore l'égalité salariale, mais je pense au niveau des dépenses, selon moi, selon l'expérience, je pense que les femmes sont meilleures que les hommes pour gérer un budget, pour trouver des bons deals, pour mieux dépenser en général. Je pense que vous avez des meilleures aptitudes que les hommes. Vous êtes avantagés à ce niveau-là. En tout cas, ma blonde l'est. Ça, je peux dire, c'est que au niveau de trouver des deals, pour négocier des choses, pour même toute notre démarche frugale, c'est elle qui est un peu à l'origine de ça. C'est au niveau de l'épargne, tout ça, je pense que c'est elle un peu le cerveau de l'opération. Puis j'ai lu, c'est ça, dans le fond, que toi, ton parcours vers FIRE puis la frugalité, c'est elle qui t'a comme influencé positivement là-dedans. Absolument. Moi, j'étais un peu comme tout le monde avant. Je dépensais tout l'argent que j'avais, même plus. Puis heureusement, je l'ai rencontré.
Ça fait maintenant 23 ans qu'on est ensemble. Donc, très tôt dans mon parcours, je l'ai rencontrée, puis c'est elle qui m'a inculqué vraiment les notions d'épargne. Elle qui est d'origine vietnamienne. Alors ça, c'est vraiment, je pense qu'il y a un aspect culturel aussi là-dedans. Je pense au Vietnam, les gens sont obligés d'épargner parce que sinon, il n'y a pas de filets sociaux là-bas. Alors, si quelqu'un est plus en mesure de subvenir à ses besoins, ben, il meurt tout simplement. Tandis qu'au Canada, ici, on a tous les filets sociaux. Si on est malade, si on perd notre emploi, il y a des programmes pour nous assurer au moins une survie adéquate. Mais elle, justement, étant donné qu'elle vient du Vietnam, je pense que ça a été un aspect déterminant dans notre parcours. On a épargné intensivement dès le début de notre relation. Puis au début, c'était vraiment dans l'optique d'acheter une grande maison comme tout le monde, puis d'avoir une belle auto. Puis c'est juste avec le temps, notre objectif a dévié un peu vers plus la liberté. Surtout en voyageant, on a réalisé que les gens vivaient avec très peu à l'étranger. Puis j'en parle dans mon livre, mais on réalise pas qu'au Québec, avec un salaire moyen de 45 000 par année, mais on se trouve être dans les 5 % des mieux rémunérés dans le monde. Alors, c'est sûr que le coût de la vie est un peu plus élevé ici, mais il reste que c'est vraiment démesuré. Notre mode de vie est complètement démesuré par rapport au reste du monde. Donc, pour nous, ça a été vraiment en voyageant qu'on a réalisé que notre mode de vie était aberrant puis qu'on pouvait vivre avec beaucoup moins. Puis, au lieu de dépenser nos épargnes pour s'acheter des symboles de réussite comme une grosse maison, ben nous, on l'a mis dans un fonds de liberté, on l'a investi en bourse. C'est ça qui nous a permis avec le temps de vivre de ces rendements-là en bourse. Puis je pense que ça m'amène à ma question. Pourquoi vous avez décidé, en fait, plus toi, pourquoi tu as décidé de partager tout ton parcours sur ton site? Ben moi, c'est quand j'ai découvert les blogs américains en 2014-2015. Pour moi, ça a tellement été une révélation dans ma vie. C'est là que j'ai eu le déclic, que j'ai réalisé que je pouvais vivre avec très peu, avec la fameuse règle de 4 %. Donc, je pouvais vivre avec 4 % de mes rendements en bourse sans besoin d'être millionnaire, sans besoin d'avoir un gros revenu. Alors, c'est à ce moment-là que ça a été le déclic, puis j'avais le goût de partager avec les gens de mon entourage. Alors, j'ai démarré mon blog. Alors, j'expliquais un peu les grands principes de la philosophie FIRE. Je parlais un peu de mon parcours, différentes idées, des réflexions. Puis, au final, il n'y a absolument personne qui a été intéressé par mon site web. Les gens de mon entourage, il n'y a personne qui l'a lu. Par contre, j'ai eu un peu de visibilité dans les médias, ce qui fait que j'ai rejoint d'autres mondes à travers le Québec. Puis, on était tous un peu isolés peut-être avant. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vivent comme moi, mais c'est juste souvent, ils n'ont pas l'occasion d'en parler, sont un peu isolés, sont un peu marginalisés par la société. Puis c'est juste quand mon blog est sorti, ça a comme été un point de ralliement pour tout le monde. Puis j'ai découvert plein de monde à travers le Québec, j'ai fait des connexions. Donc j'ai pas atteint l'objectif de départ qui était d'informer mes proches, mais j'ai rejoint tellement d'autres mondes. Puis c'est ça, c'est pour ça que je continue à le faire parce que je trouve ça tellement stimulant de parler avec des gens que ça fait 4 ans qu'ils vivent sur un voilier, qui ont fait le tour du monde en vélo, qui ont démarré, qui sont nomades numériques, qui travaillent 6 mois au Québec, 6 mois à l'étranger. Alors, je réalise qu'il y a mille et une façons de vivre. Puis c'est peut-être un de mes regrets aussi. Peut-être si j'avais 25 ans aujourd'hui, c'est peut-être cette avenue-là que je prendrais. Mais à l'époque, j'avais pas d'exposition à ces modes de vie-là. Mais c'est pour ça que je maintiens mon blog. Maintenant, j'ai le goût de partager ces belles histoires-là. Mm-hmm. Puis je pense vraiment aussi, puis un peu la même chose pour Nancy. Mettons, dans mon entourage, j'en parle pas tout le temps parce que moi, ça me passionne, mais comme on peut pas comme obliger les gens autour de nous à nous écouter. Mais je pense vraiment que moi, mon but, c'est que dès que j'ai comme aidé une personne dans la journée, je suis contente, puis tant mieux. Puis, admettons, tu disais que les gens autour de toi, ils étaient pas tant intéressés, puis tu faisais juste comme leur expliquer ton mode de vie, mais je pense que c'est ça aussi, c'est pas comme d'imposer ton mode de vie, mais juste de montrer une autre avenue que tu peux prendre dans la vie, puis peut-être que c'est ça que tu voulais dire, au fond. Moi, j'ai pas envie d'imposer mon mode de vie, absolument pas. Je considère pas que mon plan de retraite, c'est la recette pour atteindre l'indépendance financière. Au contraire, c'est juste une avenue parmi tant d'autres. Puis moi, je le vois un peu comme un buffet. Si quelqu'un peut ramasser quelque chose qui l'intéresse là-dedans, tant mieux. Puis s'il n'y a rien de bon, tant pis, ils peuvent aller sur un autre site. Mais je veux dire, je suis vraiment pas moralisateur. J'impose aucun jugement sur la finance des gens. Puis je me dis libre à chacun de consommer comme il veut. Mais c'est juste si on veut atteindre l'indépendance financière, moi, je propose mon modèle. Puis si quelqu'un veut le suivre, tant mieux. Puis un peu comme toi, ma mission, moi, c'est juste de proposer quelque chose.
pour que les gens aient le choix de vivre la vie qu'ils veulent vivre, c'est-à-dire choisir leur vie au lieu de la subir, dans le fond. Puis, il y a tellement de gens autour de moi, je vois qu'ils sont misérables. Jour après jour, ils vont travailler la tête entre les jambes. Ils se traînent les pieds avec des gros soupirs, ils sont déprimés. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas leur vie, mais ils font rien pour le changer. Puis, on a la chance de vivre au Canada où il y a tellement d'opportunités. Quelqu'un qui veut changer d'emploi peut le faire. Quelqu'un qui veut démarrer une entreprise peut le faire. Quelqu'un qui veut changer de sa vie peut le faire. Alors, on a la chance d'avoir tous ces outils-là. C'est juste à nous de prendre l'action puis de le faire. Ben oui, c'est certain. Moi, personnellement, je trouve vraiment que c'est ça. On est très chanceux de vivre ici parce que j'ai eu la chance aussi de voyager un petit peu. Puis, comme tu disais tout à l'heure, c'est fou quand même notre train de vie, des fois, à quel point on a des préoccupations qui sont tellement niaiseuses, là. Puis, tu sais, niaiseuses, je le dis vraiment comme ça parce que c'est ça, là. Puis, plus on a du matériel, plus on a ces préoccupations-là, justement. Les gens réalisent pas que plus tu possèdes, plus la vie est compliquée, plus tu dois réparer des choses, entretenir, ça coûte cher. C'est tout un fardeau posséder du matériel. Puis justement, moi, je suis un peu plus minimaliste, mais depuis que je me suis débarrassé de tout l'excédent que j'avais pas de besoin, je me sens tellement plus libre. Puis c'est un peu c'est un des thèmes de mon blog, justement. Peut-être qu'on peut parler aussi de tes investissements. Je sais que justement, toi, tu te dis encore plus minimaliste, mais comme j'ai vu sur ton site que tes investissements, puis des fois, t'as comme t'as des actions dans Baba puis Apple. Est-ce que ça clash avec comme ta nouvelle réalité ou ça... Dans le sens que c'est des entreprises qui sont basées sur la croissance, sur le capitalisme, la consommation. Puis, c'est ça. Puis je juge pas du tout parce que moi, personnellement, je me considère matérialiste. Puis mais c'est un paradoxe. Hein? C'est un de mes plus multiples paradoxes. L'autre paradoxe, c'est peut-être que j'ai travaillé en marketing toute ma vie, puis là, je suis le plus grand critique du marketing. Puis la même chose pour les actions. Moi, je suis un peu le critique de la surconsommation, puis j'investis dans des entreprises qui prônent la surconsommation. Mais c'est j'assume mes paradoxes. Puis il reste que Baba puis Apple, je trouve que c'est des bonnes entreprises. C'est sûr que si on pense froidement aux investissements, il y a à peu près aucune entreprise au monde, aucun titre boursier qui serait 100% éthique, 100% moral, 100% selon nos valeurs, parce que à peu près toutes les entreprises au monde visent la croissance, visent le profit. Puis, mais moi, je choisis un peu les moindres mâles. Je n'investis pas dans des pétrolières, dans des cigarettiers, mais j'investis dans des entreprises, pour moi, de qualité, qui produisent des produits de qualité aussi, parce que c'est sûr que c'est des produits de consommation, mais il reste selon moi, en achetant des bons produits, ben c'est un geste frugal aussi d'investir dans quelque chose de qualité plutôt que de la quantité. Puis ça, mais ça, c'est pas la majeure partie de mon portfolio. Mon portefeuille, en grande partie, c'est des FNB passifs. Puis j'ai une petite partie minime qui est juste un fund que j'appelle. Donc, c'est du capital pour m'amuser, dans lequel j'investis dans des entreprises plus spéculatives, un peu plus actives. D'ailleurs, présentement, cette semaine, il y a une baisse de marché. Alors, c'est peut-être le moment d'acheter justement dans ces fonds-là. Mais c'est pas la majorité de mon portefeuille. OK. Fait est-ce que maintenant que tu as atteint ta retraite puis ton indépendance financière, est-ce que tu vas t'intéresser plus à des ESG? Oui, c'est justement le sujet d'un de mes prochains articles. OK, mais en primeur. Mais c'est justement quand on a la chance d'être un peu plus à l'aise financièrement, puis même avant, c'est une question de valeur, là, mais moi, c'est venu plus tard, mais je pense que c'est le temps justement de penser à ces choses-là, puis d'investir dans quitte à avoir un peu moins de rendement, mais d'investir dans des choses qui rejoignent plus nos valeurs. Mais je vais garder mon punch, mais ça sera un article prochain sur mon blog jeuneretraité.ca. C'est bon. Mais à ce qui paraît aussi, parce que une de mes dernières invitées travaille à la BMO, puis elle disait qu'on a parlé justement des ESG parce que moi, c'était une préoccupation que j'avais. Puis elle disait que maintenant, comme il y avait des études qui montraient que les rendements étaient intéressants aussi, là, c'est pas parce que c'était un ESG que ça l'était moins. Peut-être moins que d'autres, justement, mais quand même. Mais si c'est faiblement, peut-être le rendement est légèrement plus faible, mais c'est pas significatif. Puis en plus, maintenant, il y a les FNB tout en un. Il y a des portefeuilles tout en un qu'on peut acheter qui sont ESG. Alors, pour moi, c'est la solution optimale.
Il y a une question que je regarde sur ma petite liste de questions que je t'ai pas posées, puis je me demandais, est-ce que le mouvement FIRE, c'est envisageable si notre conjoint ou notre conjointe y adhère pas? Est-ce que c'est quelque chose qui serait envisageable comme dans la vie? Je pense que ce serait difficile. Comme je t'ai dit tantôt, moi, c'est vraiment ma blonde qui m'a amené vers ça. Puis si j'avais été un peu plus... si j'avais la tête dure, puis j'avais gardé mon mode de vie que j'avais il y a 20 ans, ben probablement qu'on serait plus ensemble aujourd'hui parce qu'on aurait divergé dans nos objectifs de vie. Puis je pense que s'il y a un conjoint qui est frugal, qui est motivé, qui épargne, qui investit, puis l'autre qui dépense, puis qui regarde pas son budget, puis aucune compréhension de ça, je pense que ça va finir par craquer, là. Je pense pas que c'est un couple qui est viable parce que c'est sûr que c'est l'amour en premier, mais les finances sont tellement un aspect important d'une relation. Puis d'ailleurs, les avocats qui font du droit la famille. La famille, ils vont te le dire. Là, c'est la première cause de divorce, c'est ça au Québec. Alors, je pense que c'est important de soit au moment de choisir sa blonde, son chum, ou avec le temps, peut-être essayer de s'influencer un l'autre vers son projet de vie. Fait que possible, mais difficile. Est-ce que ta relation avec l'argent, depuis que tu te dis frugal, a changé? Certainement, oui. En début de parcours, pour moi, comme je te disais, l'argent me brûlait les mains. Là, je dépensais à mesure. Puis quand j'ai réalisé que l'argent, c'était vraiment une mesure de liberté. Alors, pour moi, l'argent, c'est pas pour acheter des bébelles, c'est pas pour juste avoir le plus gros compte de banque possible, pour être le plus riche possible. C'est vraiment pour atteindre des objectifs concrets, tangibles. Dans mon cas, c'est d'avoir le temps de vivre à mon goût. Donc, pour moi, l'argent, c'était vraiment une mesure de liberté. Alors, quand admettons que j'avais besoin de 20 000 $ de budget par année pour vivre, ben, à partir du moment que j'ai atteint un capital de 20 000 $ investi en bourse, mais là, je me suis dit, ben là, j'ai 1 an de liberté en banque. Alors, si je devais changer d'emploi, changer de vie, ben là, je pourrais le faire. Après ça, quand j'ai eu 40 000, ben, j'avais 2 ans de liberté, ainsi de suite. Puis après ça, avec les rendements en bourse, ben là, j'ai réalisé que à un certain point, le rendement que je faisais en bourse était plus élevé que mon salaire. alors, je me suis dit, ben là, c'est le temps de quitter. Là, j'ai la possibilité de quitter sans problème. Alors, pour moi, c'est ça, l'argent. C'est vraiment juste une ressource, un outil pour atteindre mes objectifs, pour réaliser des projets, pour avoir du temps. Puis, est-ce que tu aimes l'argent? Est-ce que tu le dis, mettons? Oui, j'aime l'argent, puis je l'ai toujours dit. Puis, justement pour ça, parce que c'est ce qui me permet d'avoir une belle vie, d'être heureux. Puis, les gens disent que l'argent fait pas le bonheur, mais moi, je pense que ça fait pas nécessairement le bonheur, parce que quelqu'un qui serait malheureux, même si tu lui donnais 1 million de $, il serait pas plus heureux le lendemain. Alors, puis souvent, les gens viennent me voir, puis ils me disent, est-ce que c'est super, c'est comment la retraite? Est-ce que ça doit être vraiment excitant? Tu dois être heureux? Oui, je suis heureux, mais je l'étais heureux avant la retraite aussi. Donc, c'est juste que j'ai plus de liberté, mais c'est pas l'argent qui rend heureux, mais c'est un outil qui permet de réaliser ses projets, permet de vivre comme on veut. Alors, c'est pour ça que j'aime l'argent, puis j'ai pas peur de le dire. Je pense aussi que la retraite, tu sais, la manière qu'on la voit au Québec, puis je sais pas ailleurs, mais c'est que toute notre vie, puis là, je vais le dire au pire, là, mais toute notre vie, on est misérable, puis le jour où est-ce qu'on va tomber à la retraite, là, on va être heureux. C'est ça qui est un peu ironique, là, mais les gens disent, quand je vais arrêter de travailler, mais là, j'aurai enfin le temps de jouer du piano, d'apprendre l'espagnol, de voyager, de faire de la peinture, de démarrer une entreprise. Mais les gens qui l'ont pas fait avant dans leur vie, mais parce qu'ils ont vraiment pas le désir de le faire, c'est parce que quand tu veux vraiment quelque chose, tu le fais avant 65 ans normalement. Puis c'est pas la retraite, c'est pas la recette au bonheur, c'est juste ça permet d'explorer des nouvelles possibilités, d'être maître de son temps, de faire ce qu'on aime. Mais c'est pas ça qui rend heureux. Hein. Faut créer son bonheur avant d'arriver là, sinon on va être juste plus malheureux une fois à la retraite. C'est drôle, je voulais qu'on parle comme vraiment plus du mouvement FIRE, mais on l'a pas beaucoup abordé, mais j'imagine que si on est intéressé par le mouvement, on pourrait se procurer ton livre. J'en parle pas mal dans mon livre, hein, sur mon blog aussi, Jeune retraité. Puis un paquet de blogs au Québec, juste taper liberté financière, indépendance financière, FIRE dans Google. Puis il doit y avoir à peu près une 40-50 de blogs présentement au Québec. Super. Puis des fois, moi, c'est ça, je ne savais même pas qu'il y en avait autant avant que je m'intéresse à Nancy. Puis j'ai vu sur ton site, tu répertories tous les blogs. Puis j'étais comme super impressionnée qu'il y en avait autant, mais qu'il
je les connaissais pas. Fait que je pense que c'est vraiment une question de juste s'intéresser aux finances. Puis c'est ça mon but avec Nanti, parce que des fois, ben c'est pas super sexy comme s'intéresser aux finances. Puis aussi, comme tu disais, t'investis dans des FNB qui sont pas sexy, c'est pas investir, admettons, dans Tesla ou dans GameStop que tu fais comme des rendements de fou. C'est ça. Mais moi, je pense comme toi, l'argent, ben, les finances, la fiscalité, les REER, les CELI, les régimes d'épargne, les rapports d'impôts, c'est tellement ennuyant, c'est tellement plate. Il n'y a rien de sexy là-dedans, mais c'est juste qu'on associe un objectif concret, comme je disais tantôt. Une fois que tu trouves ta vision, si tu disais, ben là, dans 5 ans, j'aimerais ça travailler juste 6 mois par année, puis pendant l'autre 6 mois, voyager à l'étranger. Mais là, tu as une vision pour ta vie, tu as un projet de vie. Puis à partir de ce moment-là, là, tout devient plus facile. Là. C'est épargner, ça devient intuitif pratiquement. Tu n'as pas le goût de dépenser de l'argent pour rien parce que tu veux atteindre ton objectif. Tu veux faire ton rapport d'impôt pour aller chercher le plus de gains possible, le plus de retours possible. Tu veux cotiser au REER pour minimiser tes impôts. Tu veux cotiser au CELI pour pas être imposé sur tes gains. Alors, tout ça devient vraiment intéressant juste quand tu as un objectif. Sinon, c'est plate à mourir. Puis moi, je l'ai dit plusieurs fois dans mon podcast, mais avant, je m'intéressais vraiment pas beaucoup aux finances, puis c'était comme vraiment ma bête noire, les chiffres, puis je me considère encore vraiment pas très bonne avec les chiffres, malheureusement. Moi, je suis quelqu'un qui a étudié en littérature, puis qui travaille justement en rédaction puis en marketing web. Mais quand j'ai commencé à m'y intéresser, puis j'ai commencé à investir en bourse, je trouvais ça tellement le fun, vraiment comme un jeu, puis comme j'ai maintenant le même comme plaisir à investir qu'à dépenser de l'argent parce que moi, personnellement, j'ai dit tout à l'heure comme je suis et je l'étais, en tout cas, matérialiste, puis j'aime beaucoup le luxe, puis admettons comme les marques. Puis, admettons, avoir une nouvelle pochette Louis Vuitton, ça me procurait vraiment beaucoup de plaisir. Mais là, maintenant, ça me procure encore plus de plaisir d'épargner puis de voir mon argent comme grandir. Fait que c'est vraiment juste une question comme de perspective. Mais pour le prix de ta pochette, je sais pas, on va dire 600$, mais tu pourras avoir une action de Tesla cette semaine. Exact. C'est comme ça que je le vois maintenant. Qui pourrait monter de 10% par année. Yeah. Puis je me dis, je devrais juste investir justement dans LVMH, dans Louis Vuitton, Moet et NSI, puis avec mes rendements, je m'achèterai ce que je veux. Puis des fois, c'est ça, je pense comme ça. Mettons, je me dis, cette pochette-là, c'est X nombre d'actions avec les dividendes. Plus tu y penses, puis plus tu y penses, plus tu te dis, c'est donc bien niaiseux. Puis moi, honnêtement, je suis pas contre le luxe. Ma blonde aussi a des beaux sacs à main, des objets de luxe. Puis chez nous, si tu venais chez nous, on a un beau condo qui a été rénové avec des produits de luxe aussi. Mais c'est le fait d'avoir les moyens de le payer. C'est ça un peu mon cheval de bataille, là, c'est que les gens vont s'endetter pour s'acheter un Louis Vuitton ou pour s'acheter une auto neuve, mais c'est parce qu'ils n'ont pas les moyens de le payer. Là. C'est une question d'épargner, d'investir, d'être patient. Ton argent travaille pour toi pendant un certain nombre d'années. Puis rendu à 40 ans, là, tu as fait tellement d'argent avec ton argent. Là tu as les moyens de t'acheter une Tesla, si tu veux. Hein. C'est l'argent qui a travaillé pour toi, qui l'a payé. Mais de faire ces dépenses-là tôt dans sa vie, pour moi, tu fais juste hypothéquer ton avenir. Là. C'est comme si t'achetais à crédit, puis tu le faisais sur le dos de toi dans 10 ans. Alors, c'est vraiment juste hypothéquer ton avenir. Puis c'est le coût d'opportunité, le coût de renonciation. Pour moi, c'est le concept le plus important en finance. C'est qu'à chaque fois que tu fais une dépense, tu renonces à un investissement en bourse qui pourrait générer 7-8% par année. Alors, un peu comme ta pochette tantôt que tu as acheté, si tu avais investi le même montant, 5 ans plus tard, peut-être que les 600$ seraient devenus 1 200$. Des fois, par exemple, dans le luxe, dépendamment des marques, tu fais un bon rendement. Si tu revends les choses, tu fais un bon rendement aussi. Ça m'est arrivé d'avoir des sacs que j'ai décidé de vendre parce que j'aimais moins, par exemple. Je trouvais que c'était trop trendy puis je voyais moins la valeur. Puis, j'ai fait de l'argent. Fait que c'est sûr que ça dépend aussi. Oui, il y a des revendeurs, c'est ça. Moi, je suis beaucoup le marché des sneakers, les revendeurs de chaussures. C'est les Air Jordan, c'est ça. Puis c'est ça, les gens l'achètent au prix de vente à 200$, ils revendent 2000$ un mois plus tard. Puis ça devient comme de la spéculation, là, c'est comme les cartes Pokémon des années 2020. Mais effectivement, il y a moyen de faire de l'argent là-dessus, mais c'est juste une question de réfléchir à ses dépenses puis de dépenser quand on a les moyens et non quand on a le désir. Mm-hmm. Puis un des pièges, c'est ça, c'est d'être dans le paraître puis comme dans la surconsommation. Puis c'est ça que tu disais au début de ton parcours, ou je pense sur ton blog, que
avant, tu étais plus dans ce mindset-là, mais là, maintenant, tu as juste fait comme un shift de mindset. Puis on s'entend que dans ton domaine, puis en fait, mon domaine aussi, dans le marketing, le paraître, c'est tellement un piège comme facile, puis de dépenser beaucoup qu'on est comme... Mais je trouve le gros problème là-dedans, c'est qu'on dépense souvent pour les autres. Tu sais, par exemple, tu achètes un polo Lacoste, c'est parce que tu veux que les autres te reconnaissent, tu vas appartenir à un groupe, tu vas être identifié à une certaine image. Mais si tu vivais sur une île déserte, puis le même polo t'a coûté, on va dire, 3 heures de travail, parce que si on évalue le temps, l'argent en termes de temps, ben, un polo à 75 $, mais c'est donc 3 heures de travail. Alors, si tu étais sur une île déserte, est-ce que tu passerais 3 heures à travailler pour acquérir ce polo-là ou tu passerais une demi-heure pour avoir un polo qui n'a pas de marque, qui a les mêmes fonctions? Tu sais, alors, à un certain point, on achète des choses pour les autres. Puis c'est ça qui est un peu absurde, c'est de dépenser pour plaire aux autres, dans le fond. Mm. Mais je suis d'accord avec toi, dans certains cas, c'est le fun de s'acheter un beau produit, un bel objet. Ça fait plaisir aussi. Puis je suis pas contre l'idée, mais il faut juste être lucide puis réaliser que dans certains cas, souvent, la voiture, c'est le meilleur exemple. Souvent, on achète une marque pour plaire aux autres, pour appartenir à une image, on a une famille, on veut pas acheter une minivan, donc on achète un VUS 4x4 qui consomme plus d'essence parce qu'on va avoir le look plus jeune, plus branché, plus aventurier. Mais c'est le même produit, là. C'est un salon sur 4 roues. Puis ça remplit amplement les mêmes fonctions que l'autre. C'est juste, on paye un gros supplément juste pour l'image, dans le fond. En tout cas, c'est super intéressant de t'entendre là-dessus. Est-ce qu'il y avait une dernière chose que tu voulais aborder en terminant? Le conseil que je donnerais aux gens, c'est de passer à l'action. Parce que je rencontre tellement de gens qui lisent des livres à répétition, qui assistent à des conférences, qui font des formations sur la bourse, les finances, les budgets, puis ils passent jamais à l'action, ils sont comme paralysés. Mais pour moi, la première étape, c'est pas de lire, de s'informer nécessairement, c'est de faire une action. Puis moi, la première action que je propose, c'est de créer un objectif de vie. C'est de juste prendre un bout de papier, dire qu'est-ce que j'aime, où je me vois dans 10 ans, dans 5 ans, quel mode de vie me rendrait vraiment heureux. Puis juste partir de ça, puis après ça, tout le plan pour l'indépendance financière va suivre. Puis pour moi, c'est juste la première action à poser qui est la plus importante. Puis des petites étapes. C'est ça que je prends aussi avec mon blog et mon podcast. C'est comme moi, je suis pas du tout une spécialiste, je suis pas du tout une conseillère financière, mais c'est vraiment les tout petites étapes qui, à mon avis, à la fin, ben ça adopte. C'est comme l'intérêt, c'est comme les intérêts composés. Oui, mais ça a l'air d'une montagne au début. Tu sais, si tu me dis j'ai besoin de 500 000 $ pour être financièrement indépendant, mais tu pars de zéro. Même la plupart des gens sont dans le négatif parce qu'ils ont des dettes de consommation, des dettes d'études. Alors, ça a l'air d'une montagne pour eux. Puis c'est facile de perdre la motivation, de perdre l'espoir. Mais comme tu dis, c'est étape par étape, puis juste de suivre un budget à chaque mois. Puis même de le documenter juste dans un fichier Excel, c'est ton avoir net, comment il évolue d'un mois à l'autre. Mais là, tu peux réaliser que ça peut augmenter de quelques milliers de dollars des fois quand le marché va bien. Là, c'est encourageant. Tu vois, c'est ça, les étapes. C'est un pas à la fois pour atteindre le sommet du mont Everest. C'est bien dit. Ça illustre bien. En tout cas, merci beaucoup, Jean-Sébastien. On peut te retrouver, c'est ça, sur le jeuneretraité.ca. Puis sinon, ton livre qui est La retraite à 40 ans. Avec plaisir. Merci beaucoup. Bon succès avec ton blog. Merci.